Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue à nouveau sur la chaîne des gagnants. Je salue tous ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois. Moi, c'est Charlie Diendé. Je suis citoyenne canadienne d'origine camerounaise et j'ai créé la chaîne ici comme ça pour t'aider toi aussi à immigrer au Canada, quelle que soit ta catégorie. Et aujourd'hui sur la chaîne, on va continuer avec notre programme sur les demandeurs d'asile. C'est un programme que j'avais commencé la semaine dernière. Nous avons fait la première partie pour ce qui est des conditions à remplir, comment présenter une demande et aussi comment remplir le formulaire. Aujourd'hui, nous allons continuer sur comment recueillir et présenter les éléments de preuve, assister à une audience et recevoir votre décision. Et si c'est la première fois que tu arrives ici, abonne-toi, partage et surtout commente. Si jamais tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire, ça me fera plaisir de t'aider. Ok, la première partie de la vidéo est déjà affichée. Je vais mettre aussi sa fiche ici, soit en début de vidéo ou quelque part dans la vidéo, tu pourras aller regarder. Aujourd'hui, on va continuer avec les trois parties qui restent pour aller un peu vite. Je vais pas tout lire hein, pour vous donner aussi la possibilité de fouiller un peu le site. Le site sur lequel nous sommes, c'est le site de CISR, c'est-à-dire la Commission de l'immigration et du statut de réfugié Canada. C'est le tribunal de haute instance qui gère tout ce qui est lié à l'asile politique, à la protection des personnes. Et si jamais tu es en situation de demande d'asile, c'est ce site qu'il te faut, il faut le visiter, prendre les informations et ça pourra t'aider dans ta démarche. D'accord? Donc, je ne vais pas revenir sur les deux premières parties. Nous allons continuer, surtout qu'on souhaite faire une vidéo d'à peu près 20 minutes pour aller un peu plus vite et pour aider la masse. Il y a plusieurs abonnés comme ça qui m'ont posé la question par rapport à la demande d'asile et j'aimerais aider tous ceux qui sont justement dans le besoin à pouvoir gérer cette situation et pourquoi pas aller décrocher une bonne décision de la part de la Cour. Alors, nous allons au niveau de recueillir et présenter des éléments de preuve. Donc, nous continuons simplement. Et on dit ici que si vous avez une demande d'asile en instance devant la section de la protection des réfugiés, vous devez tenir vos coordonnées à jour auprès de la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada. Et si vos coordonnées changent, vous devez informer immédiatement CISR par écrit. Et la CISR ne pourra pas vous joindre sans des coordonnées exactes. Donc, si vos coordonnées ne sont pas exactes, malheureusement, on ne pourra pas vous joindre. Et comment écrire à la CISR. Donc, vous cliquez ici pour aller voir comment ça se passe. OK, donc vous avez ici avis de communication des coordonnées du client. Donc, voilà le formulaire que vous devez remplir et signer en bonne et due forme pour l'envoyer à la commission. Donc, ne faites pas l'erreur d'envoyer des coordonnées qui ne sont pas exactes, s'il vous plaît. Sinon, on ne pourra pas vous rejoindre facilement. All right. Donc, pour préparez-vous à l'audience en recueillant et en présentant tous les éléments de preuve pertinents à l'appui de votre demande d'asile et en examinant les renseignements sur le pays d'origine, y compris les cartables nationaux de documentation. OK? Alors, on va à la troisième partie, recueillir des éléments de preuve. Ici, on parle de preuves d'identité, par exemple, les éléments de preuve pertinents, les conditions dans votre pays, on va regarder ça en détail, les témoins, présentation de la preuve, et voilà les étapes de comment monter vos documents, comment mettre vos documents ensemble. Alors, on va au premier élément. Le premier élément nous parle de recueillir les éléments de preuve, identité. Vous devez prouver votre identité en fournissant des copies de haute qualité de tout document officiel original contenant votre nom et votre date de naissance, par exemple. Vous pouvez fournir des copies de haute qualité d'un passeport, d'une carte d'identité nationale, d'un certificat de naissance ou de mariage, d'un relevé de notes ou d'un diplôme d'études, d'un permis de conduire, d'un document militaire, d'une carte de membre d'une association professionnelle ou d'un groupe religieux.
Il n'est pas nécessaire de fournir à la section de la protection des réfugiés vos documents originaux, mais vous devez être prêt à les montrer à la demande à la, à la section de à la section de protection des réfugiés. Vous devez également apporter les documents originaux à votre audience. Donc, c'est très important ceci, les éléments de preuve. Éléments de preuve pertinents. Vous pourriez également présenter d'autres documents disponibles que vous estimez pertinents relativement à votre demande d'asile qui aident à démontrer que votre demande d'asile devrait être accueillie. Donc ici, normalement, si vous avez des problèmes, par exemple, liés à la politique, parce que vous êtes dans un parti politique à l'opposition et que, par exemple, le parti au pouvoir vous déteste, vous devez peut-être démontrer que vous avez été peut-être jeté en prison à cause de vos opinions politiques et que, mettons, s'il y a des informations dans les journaux, vous pouvez filmer ces informations-là et les ben, peut-être faire des découpes dans les journaux ou bien carrément prendre un journal qui parle de votre cas et c'est une preuve palpable que c'est une réalité dans votre pays. Vous comprenez? Donc voilà le genre de preuves qu'on veut. On veut des preuves crédibles, donc des preuves qui montrent que vous êtes crédible, que vous craignez sincèrement d'être persécuté dans votre pays, que le risque auquel vous êtes confronté dans votre pays est personnel et non généralisé. Oui, parce que ici, vous n'allez pas dire, par exemple, que oh, je parle de mon pays, je demande l'asile parce qu'il y a l'insécurité. Non. Ça, c'est tout le monde qui vit l'insécurité et le pays ne va pas se vider parce qu'il y a insécurité. Donc, le problème doit être vraiment lié à votre personne, lié à votre vie à vous et surtout lié à votre insécurité. You know, intitut personnel. Le gouvernement de votre pays n'est pas en mesure de vous protéger concernant votre cas et vous ne pourriez pas raisonnablement en toute sécurité vivre dans une autre région de votre pays. Oui, parce que parfois, vous pouvez partir de votre région ou votre village pour aller vivre dans un autre village sans problème. Mais dans ce cas, si on veut que vous démontriez que vous n'êtes même pas capable de vivre quelque part dans votre pays, quel que soit l'endroit où vous êtes en insécurité, et que c'est vraiment un problème personnel et non pas un problème général. Donc, voici quelques exemples d'éléments de preuve que vous pouvez présenter. Une preuve d'appartenance, par exemple, à des organisations politiques, voilà, rapports médicaux ou psychologiques, rapports ou documents de la police, dossiers d'affaires, articles de presse, visa, titres de voyage comme les billets d'avion, de train ou d'autobus, déclarations sous serment de témoins, photographies, notes ou enregistrements de menaces de violence contre vous ou documents relatifs à des déménagements passés. Donc, voilà un peu pour expliquer la pertinence de votre document. Et vous pouvez aussi expliquer un peu les conditions dans votre pays. Donc, pour expliquer les conditions dans votre pays, généralement, c'est un type particulier de document que vous pouvez aller chercher, comme les documents de Human Rights Watch, par exemple, chez nous au Cameroun, c'est un document qui peut témoigner, peut-être un journal qui peut témoigner qu'effectivement, dans le territoire, l'insécurité frappe et voilà ce qui se passe, ou bien sur le plan politique, voilà ce qui se passe, les opposants sont mis en prison, les opposants sont maltraités, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, il faut vraiment des éléments forts, concrets, qui présentent les conditions de vie dans votre pays, la situation réelle dans votre pays, pour que le tribunal puisse en prendre compte, en tenir compte, ou bien ce qui se passe dans les médias aussi. Donc, ce type d'éléments de preuve comprend des rapports provenant de sources très respectées, voilà, qui documentent les conditions dans le pays qui peuvent se rapporter à votre demande d'asile, comme la situation politique, sociale, culturelle, économique et des droits de la personne. Le commissaire qui préside l'audience utilisera ces renseignements lorsqu'il rendra une décision concernant votre demande d'asile, par exemple. Vous voyez? Ouais. Et puis la commission produit aussi des cartables nationaux de documentation. Allons voir un peu ce que c'est les cartables nationaux de documentation pour aider. Donc les cartables nationaux de documentation sont des listes de documents publics qui contiennent de l'information sur les conditions dans les différents pays. Donc vous savez que vous voyez finalement que nos pays même ne sont pas épargnés, hein. On prend des informations pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et ils sont régulièrement mis à jour. Et ces cartables visent à appuyer justement le processus d'octroi de l'asile. Ils ne doivent pas être interprétés comme une reconnaissance de la souveraineté ou du statut politique d'un territoire. Non.
Donc, c'est juste un document pour voir et comprendre ce qui se passe dans les différents pays dans le monde. Ah, mais c'est bon, hein? Vous voyez ça? Donc, on vous aide quand même avec ce type d'informations-là, avec les cartables. OK? Et donc, la commission produit ces cartables pour chaque pays et les met à jour régulièrement. Et un cartable est une compilation de documents accessibles au public et chaque cartable fournit des citations complètes. Waouh! Pour vous aider à trouver les documents qui ne sont pas disponibles sur le site web de la commission. Et il vous incombe aussi de vérifier le site web de la commission pour y trouver la plus récente version du cartable relatif à votre pays d'origine avant votre audience. Donc, avant d'aller en audience, pendant que vous préparez vos documents, allez fouiller ce type d'informations-là, ça peut vous aider. Ça pourra vous dire qu'eux aussi sont au courant de ce qui se passe dans le pays, en fait. Vous n'avez pas besoin de présenter d'éléments de preuve pour ces cartables. Non, parce qu'ils ont déjà ces éléments, c'est déjà enregistré chez eux, ils vont juste aller voir. Vous pouvez juste mettre la référence et ils iront regarder. Ils sont considérés comme faisant partie de la preuve présentée dans chaque demande d'asile. Vous voyez? Donc, le commissaire peut aussi décider d'utiliser d'autres documents comme d'autres rapports produits par la direction des recherches de la commission, des articles des médias ou des rapports d'organisations de défense des droits de la personne. Tout ça parce qu'on essaie de comprendre votre situation et on essaie de vous aider, de vous accompagner dans votre processus. Une copie de tout autre document que le commissaire trouvera utile vous sera envoyée avant la tenue de votre audience. Donc, s'il y a d'autres documents qui peuvent vous aider vraiment à renforcer votre argumentaire, ces documents-là sont les bienvenus et ces documents sont fournis par le commissaire. Donc, c'est une façon aussi de vous aider. Alors, on vous parle aussi de témoins. Vous pouvez aussi avoir des témoins pour venir appuyer votre preuve. Okay? Vous pouvez également avoir des témoins. Et comment ça se passe pour les témoins? Vous pouvez faire comparaître des témoins à votre audience si vous estimez qu'ils pourront aider votre cause. Toute personne au courant de votre demande d'asile est capable de fournir des renseignements qui aideront le commissaire à rendre sa décision, peut agir comme témoin. Vos témoins doivent être prêts à répondre aux questions sur les renseignements qu'ils fournissent à l'audience, ce qui est appelé leur témoignage. Si vous désirez avoir un témoin, vous devez présenter les renseignements suivants au sujet de chaque témoin, et ceci par écrit au plus tard 10 jours avant la date d'audience. Donc, si vous avez un témoin, vous devez remplir le formulaire au plus tard 10 jours avant. Vous devez expliquer, donner ses coordonnées, c'est-à-dire adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, une courte déclaration sur l'objet et le contenu de son témoignage, ce sur quoi il va témoigner, une durée de son témoignage, la durée de son témoignage, combien de temps à peu près, votre lien avec le témoin, si vous voulez qu'il témoigne en personne, par vidéoconférence ou par téléphone, c'est possible. Si le témoin a besoin d'un interprète, s'il y a lieu, la langue et le dialecte qui seront utilisés parce que la commission, oui, la commission a des interprètes en interne qui peuvent traduire certaines langues. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'interprètes, il faut signaler. Si le témoin est un expert, vous devez également fournir des renseignements sur ses compétences et inclure un rapport qui résume son témoignage et qui doit être signé par lui. Donc, on veut comme une ébauche de son témoignage avant qu'il ne passe à l'audience. Alors, comment présenter la preuve, la présentation de la preuve? Si vous recueillez d'autres documents à l'appui de votre demande d'asile, après avoir présenté le formulaire fondement de la demande d'asile, vous devez immédiatement remettre 2 copies à la section de protection des réfugiés, des copies de ces documents supplémentaires et de votre liste de témoins, si vous envisagez d'en avoir, doivent être reçus par la section de protection des réfugiés au moins 10 jours avant l'audience. Il est préférable d'envoyer vos documents à cette section dès que vous les obtenez. Okay? Donc, c'est assez clair. Il faut présenter vos preuves et envoyer vos documents rapidement dans les délais. Et voici les étapes à suivre pour bien présenter des documents et des éléments de preuve à la section de protection des réfugiés. Donc, élément 1, étape 1, il y en a 7, hein, étape 1, vous allez prendre le temps de lire tout simplement. Donc, si vos documents ne sont pas en français ou en anglais, vous devez les traduire. OK? Et le traducteur doit donner son nom, la langue et le dialecte, le cas échéant, une attestation selon laquelle la traduction est fidèle et la signature du traducteur, c'est important. À l'étape 2, vous devez imprimer, numériser et photocopier
tous les documents en respectant ces critères-ci. Les documents que vous fournissez doivent être tapés avec une police de caractère 12, ok, ou être des photocopies de documents originaux. Et toutes les photocopies doivent être claires et faciles à lire. Voilà. Donc, on ne veut pas des documents qui ne sont pas clairs. Donc, faites attention. Étape 3, assembler dans les documents et numéroter les pages consécutivement. Donc, quand vous entassez les documents, faites en sorte que vous mettez des numéros sur chaque document. Comme ça, on saura que le premier document est celui qui est le document qui est au-dessus est celui qui passe en premier, le 2, le 3 et le 4. Donc, pour qu'il y ait un certain ordre, pour ne pas embrouiller les juges. OK? Dans la liste des documents est ici, vous pouvez cliquer là pour aller voir. Et moi, je vous dis toujours, c'est toujours important d'avoir la liste des documents du demandeur d'asile. Voici la liste en PDF pour ne pas oublier un seul document nécessaire à votre demande. Parce que si vous oubliez un seul de ces documents-là, malheureusement, on pourra classer votre demande, ok, pour peut-être incomplet, ou bien on va renvoyer le tribunal parce qu'il manque de preuves supplémentaires, d'accord? Donc, pour éviter que votre procédure ne traîne, il faut vraiment être diligent et avoir tous les documents qu'il faut. On dit, veuillez photocopier votre demande, garder une copie de la demande et donner l'autre à la section de protection des réfugiés. Étape 5, vous pouvez présenter vous-même la demande à la section de protection des réfugiés ou l'envoyer par service de messagerie au bureau régional. Je pense que je vous avais déjà parlé des 3 bureaux régionaux qui existent. Il y a le bureau de l'Est, le bureau du Centre et le bureau de l'Ouest. Donc, dépendamment de votre position géographique, vous allez choisir un de ces bureaux-là. Si, par exemple, vous êtes au Québec, ce sera sûrement le bureau de l'Est parce que nous sommes à l'Est du Canada. C'est juste un exemple. OK? Mais prenez la peine de vérifier quand même. Prenez la peine de vérifier. OK? À l'étape 4, veuillez photocopier votre demande, garder une copie de la demande et donner l'autre à la section. Étape 5, vous pouvez présenter vous-même la demande à la section de protection des réfugiés ou l'envoyer par service de messagerie au bureau régional, c'est déjà dit. Ou vous pouvez choisir de présenter le document par voie électronique aussi. Donc, par voie électronique, c'est par la poste. On va regarder ici, au service connexion postale. Donc, voilà un peu le processus pour envoyer par la poste, par voie électronique à la poste. Très important. Et c'est sûr que c'est payant. Hein. Ne pensez pas que c'est gratuit. La poste ne fait rien gratuit. Hein. Il faut toujours avoir un peu d'argent dans les poches. Étape 6, si le conseil du ministre participe, soit en personne à votre audience, soit en présentant des documents, vous devez également lui remettre une copie de vos documents, le conseil du ministre. Okay? Si le conseil du ministre participe, vous recevrez un avis d'intervention au plus tard 10 jours avant l'audience. Et son adresse figurera sur l'avis que vous recevrez. Vous devez également écrire une lettre à la section confirmant que vous avez envoyé une copie au conseil du ministre. Donc, si jamais ils doivent intervenir, voilà un peu ce que vous devez faire. Et septièmement, vous devez apporter tous les documents relatifs à votre demande d'asile, y compris les originaux et les copies à votre audience. C'est important d'apporter les copies et les originaux parce que vous allez rentrer avec vos originaux et laisser les copies au juge. Et le juge a besoin de valider justement la validité des copies. C'est pour ça qu'on a besoin de voir les originaux. On va continuer ici. Assister à votre audience. Donc, nous sommes maintenant sur le point 4, assister à votre audience. La section de protection des réfugiés vous enverra un avis de convocation au moment d'assister à votre audience. Ce n'est pas la poste. Lorsque la demande d'asile est prête à être instruite. Okay? Il y a 2 dates sur l'avis de convocation. La première date est la date de votre audience et la deuxième date mentionnée sur l'avis de convocation est celle d'audience spéciale. Donc, si vous n'assistez pas à l'audience, vous devez vous présenter à l'audience spéciale pour expliquer pourquoi vous n'avez pas pu assister à votre audience.
il peut arriver que vous soyez malade et puis voilà, vous n'avez pas pu assister. Donc, sachez que vous avez 2 dates de convocation et l'audience spéciale, vous l'utilisez pour expliquer pourquoi vous n'avez pas pu assister. À l'audience spéciale, le commissaire déterminera s'il doit prononcer le désistement de votre demande d'asile. Voilà. Donc, c'est un risque quand même que vous courez, hein. Les audiences durent habituellement une demi-journée et se tiennent à huis clos afin de vous protéger, vous et votre famille, parce qu'on ne veut pas justement que vos informations fusent de partout. Donc, on essaie de vous protéger du mieux qu'on peut. Les audiences durent habituellement une demi-journée et se tiennent à huis clos afin de vous protéger, vous et votre famille. Et habituellement, une courte pause vers la moitié de l'audience. Et les jeunes enfants de moins de 12 ans qui sont accompagnés d'un adulte qui présente une demande d'asile ne sont pas tenus de comparaître. C'est pour ça qu'on vous demande aussi, quand vous remplissez le formulaire, de signer à la place de ces jeunes enfants-là. Ils ne sont pas obligés de comparaître devant la section de la protection des réfugiés, à moins que le président de l'audience n'exige leur présence. Lorsqu'un commissaire établit qu'un jeune demandeur d'asile doit assister à l'audience, vous en serez informé dès que possible. Dans certains cas, les enfants plus âgés devront participer à l'audience. Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant la participation de votre enfant à l'audience, il faut communiquer avec la section de protection des réfugiés, et ceci avant l'audience, ou faites-en part de votre préoccupation au commissaire à l'audience. Si le commissaire de la section ne peut pas se trouver dans la même ville que vous, votre audience peut être faite par vidéoconférence. Oui, ça se fait de plus en plus, hein, parce que il y a le télétravail, et maintenant, on ne s'empêche plus de travailler aussi à distance, donc ça ne gêne plus personne. Ça se fait bien. Et il y a quoi qui est présent à l'audience de la demande d'asile? On a un commissaire, il s'agit du décideur impartial qui prendra une décision concernant votre demande d'asile. Il vous posera des questions, c'est le hall. Il y a le conseil du ministre. Le conseil du ministre, en fait, c'est un représentant de l'ASFC ou d'IRCC. Un représentant de l'ASFC ou d'IRCC sera parfois présent pour s'opposer à votre demande d'asile. Et si tel est le cas, vous en serez informé avant votre audience. Waouh! Si un conseil de ministre, il va venir s'opposer. Il y a votre conseil à vous, ok? Donc, c'est un peu comme le procureur de la République et puis les avocats. Ok. Votre conseil, si vous avez retenu les services d'un avocat ou d'un consultant en immigration, cette personne vous aidera à présenter votre demande d'asile et vous posera aussi des questions. Il y a aussi l'interprète. Vous pouvez obtenir gratuitement les services d'un interprète à votre audience en le demandant dans votre formulaire. Okay? Il y a vous-même qui serez là et puis il y a un observateur. Vous pouvez demander à un ami ou un membre de votre famille d'y assister. Donc, ça dépend de vous. Comment donc se déroule l'audience? Voilà un peu à peu près comment se déroule l'audience. Vous allez prendre le temps de lire. L'audience commence, il y a le commissaire qui vous présente à toutes les personnes et vous explique le processus. Vous devez ensuite faire une affirmation solennelle qui signifie que vous promettez de dire la vérité. D'accord? Le commissaire examine les documents qui doivent être numérotés comme on a vu tout à l'heure. Et puis, il y a des questions qui sont posées par le commissaire et par votre conseil. Vous devez témoigner, c'est le moment de raconter votre histoire, peut-être apporter un peu plus de précision. Si vous n'êtes pas représenté par un conseil, le commissaire pourra vous poser davantage de questions et vous donner la possibilité de lui mentionner des faits que vous croyez importants. Donc, vous allez vraiment dans le détail. Il y a aussi les témoins qui déposeront leur témoignage. Et si vous faites comparer les témoins, ils témoigneront après vous. Et tout témoin devra demeurer dans la salle d'attente et n'entrer dans la salle d'audience que lorsque vous aurez fini de témoigner, pour qu'on voit un peu s'il y a une concordance dans votre histoire. Et puis, cinquièmement, il y a des commentaires après les témoignages. Le vôtre et celui de vos témoins. Le commissaire vous demandera à votre conseil aussi d'exposer les raisons pour lesquelles il pense ou vous pensez qu'il convient d'accueillir votre demande d'asile. Ouais, c'est quelque chose de sérieux quand même. Donc, vous allez prendre le temps de lire tout ceci. On va aller rapidement.
On va à la dernière partie qui est la réception de votre décision. Lorsque une décision est rendue au sujet de votre demande d'asile, la section de la protection des réfugiés vous enverra un avis de décision écrit accompagné d'une explication des motifs de cette décision. Ouais. Et la section de protection envoie également une copie à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et à l'Agence des services frontaliers, donc pour vous permettre de vous installer au pays si vous êtes accepté. Donc, si votre demande d'asile est accueillie, c'est-à-dire acceptée, donc l'IRCC qu'on connaît déjà, ok, l'IRCC Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et l'ASFC, Agence des services frontaliers du Canada, peut interjecter appel à la section d'appel des réfugiés. Waouh! C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. Ou présenter une demande d'autorisation de contrôle judiciaire à la Cour fédérale dans un délai de 15 jours. Donc, ils peuvent interjecter ou alors demander une autorisation de contrôle. Et si cela se produit, vous en serez avisé et vous aurez la possibilité de répondre. Et comment est-ce qu'on peut répondre ici? Cliquons un peu pour voir. Répondre à un appel du ministre. Voilà un peu comment vous allez faire. Hein. Lorsque le ministre fait appel, il demande la révision de la décision positive. Le ministre doit démontrer à la section que la section a commis des erreurs dans sa décision. Voilà, vous allez prendre le temps de lire. Et que faire lorsqu'on reçoit une décision ou bien l'appel du ministre? Voilà, vous allez prendre le temps de lire. Donc, si vous recevez une décision favorable, vous obtiendrez le statut de personne à protéger. Si le ministre n'interjecte pas appel dans les 15 jours, cela signifie que vous pouvez rester au Canada et que vous pourriez être admissible à présenter une demande de résidence permanente. Yes! Ça, c'est la meilleure partie. Donc, s'il n'y a pas de problème, vous êtes admissible à présenter une demande de résidence permanente. Et c'est ici que vous avez tous les droits au Canada. Vous pouvez avoir droit à ci, droit à ça, comme un résident permanent, en dehors du droit de vote pour être comme un citoyen au complet. Donc, voilà. Vous pouvez venir lire ici les droits d'un citoyen canadien, pas d'un citoyen, je veux dire les droits d'un résident permanent, la carte, comment obtenir la carte, s'il faut voyager ou pas, comment ça se passe, qu'est-ce que votre nouveau statut vous confère en tout cas. Donc voilà, ici, vous avez tout ça. Et maintenant, si votre demande est rejetée, vous pouvez choisir de quitter le Canada volontairement. Et si vous y avez droit, la plupart des demandeurs d'asile ont droit à cela. En tout cas, vous pouvez interjeter aussi appel à la SAR. Vous devez interjeter appel dans un délai de 15 jours également, suivant la réception de votre avis de décision et des motifs de décision. Et si vous n'avez pas le droit d'interjeter appel à la SAR, c'est la section d'appel des réfugiés, vous pouvez présenter une demande de contrôle judiciaire aussi à la Cour fédérale. Donc, vous pouvez également cliquer ici pour voir ce que c'est et qu'est-ce que cela pourrait vous apporter de bénéfique. Voilà. OK. Et quelle est la démarche à suivre en ce moment-là? C'est pas facile, hein, surtout quand c'est rejeté. Donc, battez-vous pour présenter vraiment les preuves convaincantes. Ayez comment je vais dire ça? Ayez une histoire vraisemblable qui concorde, qui rapporte effectivement ce que vous avez vécu dans votre chair, si jamais c'est votre personne qui est touchée, ou bien les conditions de maltraitance que vous avez vécues, etc., pour que la décision soit en votre faveur. Donc, avec ceci, on a fait le tour de la question sur la demande d'asile. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous massivement, laissez-moi vos pouces bleus en l'air, commentez. Posez des questions si vous avez des questions en commentaire et ça me fera plaisir de regarder tout ceci avec vous. J'ai voulu vraiment faire le tour de ce chapitre sur la demande d'asile avec vous pour que vous compreniez exactement quels sont vos droits en tant que demandeur d'asile, comment procéder pour aller faire votre demande et obtenir votre décision favorable auprès des tribunaux. Alors, à la prochaine. Au revoir.